Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous êtes ici donc réunis, administrateurs, membres du directoire, mais aussi les collectivités actionnaires. Donc nous venons pour les 10 ans de notre enfant commun. Nous sommes mis effectivement à nombreux pour créer cette banque pour les collectivités locales. Et je suis heureux de retrouver M. Pélissard, sans lequel rien n'aurait été engagé, puisque avant même que je ne devienne président de la République et que nous puissions travailler avec le ministre de l'époque, Pierre Moscovici, pour qu'il y ait eu un amendement qui a permis la création de cette agence, il y a eu une initiative qui avait été prise par le président de l'association des maires de l'époque, Jacques Pélissard, qui avait, avec les présidents des communautés urbaines, j'étais 14, eu l'idée qu'il fallait que les collectivités puissent accéder directement au marché financier pour se financer au moindre coût. Et c'est cette initiative lancée en 2004 qui a prospéré et qui a fait qu'il puisse y avoir en 2012 une proposition nouvelle. En réalité, l'agence, elle est le fruit, comme souvent, comme beaucoup d'initiatives, d'une volonté et de circonstances. La volonté, donc, c'était celle des élus. Et les circonstances, ça a été non pas mon élection, je veux ici rassurer, la politique n'est pas toujours décisive, elle peut l'être, mais les circonstances, c'était la crise financière et la débâcle d'un organisme que nous avions connu. Pour les plus anciens, il existait donc une CAECL, qui était la caisse d'aide aux collectivités locales, qui était adossée à la caisse des dépôts. Vous voyez, quelquefois, il y a des retours dans l'histoire qui font qu'il y a des cycles. Donc il y avait la CAECL, qui était devenue le Crédit local de France, et le Crédit local de France était devenu Dexia, et je n'ai pas besoin d'insister sur ce qu'a été, hélas, cette déconfiture, mais qui faisait que nous étions dans une crise financière, que les collectivités locales avaient perdu un des financeurs possibles, et qu'il y avait la nécessité de traduire ce qu'avait été la volonté des élus et des maires, et en l'occurrence du premier d'entre eux, pour que nous puissions disposer d'un outil nouveau qui puisse accéder lui-même au marché financier et donner des conseils et fournir des prêts aux collectivités locales. C'est ce qui s'est produit donc en 2012 dans le discours que j'avais fait à l'Association des maires de France, à l'invitation de M. Pélissard. Et comme il a été relevé de manière perfide, j'avais fait 2 annonces à ce congrès. La première positive, qui était la création de l'agence, et la seconde, qui n'était pas négative, mais enfin qui n'était pas forcément comprise comme une bonne nouvelle pour les collectivités, c'est qu'on allait diminuer les dotations globales de fonctionnement et que la bonne nouvelle permettait de compenser la mauvaise. Ce que vous n'auriez plus en subvention, vous l'auriez en prêt. Mais comme les prêts étaient à des taux tout à fait favorables, il n'y avait pas de raison de se plaindre. Si, il y avait quand même des raisons, et ça a été une période très difficile pour les collectivités, d'être obligées de s'ajuster, elles aussi, de tenir compte d'une situation d'endettement qui devenait préoccupante, mais aussi de faire en sorte de contribuer à la mise en ordre des finances publiques, ce qui est aussi leur devoir. Donc, 2013, la loi, je pense qu'elle est promulguée au mois de juillet. Donc, à partir de là, tout commence. Il fallait créer de toutes pièces un établissement, l'installer à Lyon pour donner un gage de décentralisation, et puis faire qu'elle puisse disposer de la confiance des actionnaires, des opérateurs et de la confiance du milieu financier. Et je pense que c'est ce que vous avez réussi à faire en 10 ans, c'est-à-dire à la fois pouvoir lever des fonds et pouvoir les prêter et fournir des conseils aux collectivités locales.
Alors vos principes sont effectivement les bons, c'est-à-dire la solidarité, puisque toutes les collectivités locales peuvent se financer, si elles adhèrent bien sûr à ce mécanisme. Et cette solidarité permet d'avoir un rapport de force qui fait qu'aujourd'hui, vous vous financez au même taux que l'État. Alors c'était bien quand l'État était avec des taux d'intérêt quasi nuls. Bon, c'est plus cher maintenant. Et ça sera sans doute un peu plus cher encore dans les mois qui viennent. Mais malgré cette remontée des taux, quand on regarde les taux d'intérêt réels, ce qu'on finit quand même par faire, c'est-à-dire que le retour de l'inflation a permis de remettre ces raisonnements dans le bon ordre. Un taux d'intérêt nominal, même à 4, 5, quand une inflation est à 3, ça fait un taux d'intérêt réel à 1 ou 2. Alors bien sûr, le taux de rentabilité pour une collectivité est très difficile à établir. Et le taux de retour de l'investissement est compliqué aussi à pouvoir formuler. Mais il n'empêche que si le projet est bon, il a vocation à se financer dans des conditions quand même relativement favorables, encore aujourd'hui favorables. Donc ça, c'est le premier principe, la solidarité. Le deuxième principe, c'est la démocratie, puisque vous êtes tous actionnaires, enfin pour les collectivités. Et être actionnaire vous donne le moyen de fixer les orientations, de donner la stratégie et de pouvoir participer aux décisions. Et donc de savoir qu'une collectivité même modeste, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait même une de 12 habitants. Vous savez qu'il y a des communes en France où il y a 0 habitant aussi. Notamment des communes dans la Somme, celles qui ont vécu des traumatismes. Et donc on a gardé l'entité communale. Mais 12 habitants, ça reste quand même relativement important, 12 habitants. Donc il était légitime qu'à côté de grandes collectivités, des régions, des départements et des grandes agglomérations, il puisse y avoir toutes les communes. Et c'est ce principe-là qui est quand même très important, pouvoir, quelle que soit la taille, non seulement accéder au même financement, mais pouvoir délibérer pour fixer la stratégie de l'entreprise. Et puis après, le troisième principe, c'est celui de la solidité, parce que nous avions été suffisamment convaincants, je crois, pour expliquer qu'il y avait une finance folle. En réalité, dans le fameux discours du Bourget, je ne visais pas particulièrement Dexia, mais c'est vrai que Dexia était presque le symbole de cette finance folle. Comme au départ, on veut financer des collectivités locales et on se retrouve à avoir acheté des dettes immobilières aux États-Unis ou des entreprises étrangères qui n'étaient pas d'une très grande efficacité. Comment on se retrouve pris dans la tenaille des subprimes et ensuite d'avoir à faire payer qui? Parce que qui a payé le redressement de Dexia? Les contribuables belges, j'imagine, mais les contribuables français sûrement. Donc c'est là un principe. Il faut que les établissements à un moment les pouvoirs publics imaginent puissent être d'une solidité qui les rend bien invulnérables. Et je suis sûr que vous êtes invulnérables. Et vous faites en sorte d'avoir d'ailleurs des résultats, puisque vos résultats, au-delà des prêts que vous accordez, grâce à ces prêts, vous dégagez un résultat. On m'a dit 4 millions d'euros. C'est pas si mal. Ça ne remboursera pas Dexia, mais c'est pas si mal. 4 millions d'euros et vous accordez à peu près 1,5 milliard de prêts. Et si on regarde sur les 10 ans, je crois que ça fait 7 milliards presque qui ont été, peut-être plus, qui ont été accordés aux collectivités locales, donc qui ont permis des investissements. Et c'est cette solidité-là qui vous permet de continuer à pouvoir emprunter sur le marché financier dans de bonnes conditions. Alors ensuite, quand vous avez fait déjà 2 quinquennats, qu'est-ce qu'on fait après 2 quinquennats? C'est bien là le problème. Déjà, faut assumer, mais 2, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et vous n'êtes pas sur ces logiques-là, vous êtes sur une logique d'éternité. Donc, vous avez vocation à travailler pour le bien commun pendant encore longtemps. Longtemps, parce qu'il y aura toujours des besoins à satisfaire.
les collectivités ont toujours des financements à rechercher et il y a des défis à relever, on les connaît bien. Le premier défi, c'est la transition écologique qui fait que non seulement il va falloir revoir les équipements existants, les mettre aux normes, parfois en changer la destination, mais ensuite faire changer les villes. Et changer les villes, c'est forcément appeler des financements importants. Et il y aura des demandes qui vous seront adressées, qui seront sans doute assez volumineuses. Puis un deuxième défi, c'est comment continuer à financer des infrastructures. C'est pas facile de financer des infrastructures. Je ne parle pas ici des autoroutes pour ne pas rentrer dans le débat de l'Occitanie, ici représenté, mais il y a toujours besoin d'infrastructures. Et surtout si on veut densifier, si on veut aménager, il va falloir là aussi que les collectivités, toutes les collectivités, puissent travailler sur des infrastructures longues. Et puis troisièmement, il y a l'innovation. Et c'est peut-être là qu'il faut faire porter les conseils que vous pouvez accorder aux collectivités. Comment, avec des dépenses limitées, avec des moyens de financement qui vont être plus onéreux, avec des dotations qui vont sans doute évoluer en fonction au mieux de l'inflation, comment faire pour chercher de l'innovation dans l'organisation des collectivités, de l'innovation pour faire venir des technologies qui vont sûrement changer notre rapport à la mobilité, notre rapport au travail. Et ça, c'est aussi le rôle qui est le vôtre. Et c'est pas simplement de distribuer des prêts, j'imagine, c'est aussi de donner des visions longues à vos actionnaires. Parce que nous sommes dans un moment où à la fois nous sommes ouverts à toutes les informations, mais où on a tendance à se replier sur son propre territoire. C'est ce que je crains dans la vie politique, c'est que ce qui a longtemps quand même armé nos territoires, c'est qu'il y avait une correspondance entre le local et le national. Peut-être d'avoir mis en cause le cumul des mandats a été pour partie, à mon avis, un élément de prise de distance, qui fait que le législateur n'est pas forcément informé suffisamment de ce qui se passe au plan local, et que le maire ou la maire est présidente ou président de collectivité importante, pense que c'est sur son territoire qu'on invente les politiques de demain. Sûrement, mais pas forcément les politiques de la nation. Alors, avec Jacques, on était des cumulards sérieux quand même. On était à la fois maire, président d'intercommunalité et député. Mais c'est vrai qu'il y avait sans doute des excès et on voyait bien qu'on n'avait pas forcément le temps pour effectuer l'ensemble de nos missions. Mais il n'empêche que s'il n'y avait pas ce lien, c'est peut-être l'agence qui n'aurait pas été créée, parce qu'il fallait à un moment pousser pour qu'il y ait au plan parlementaire cette prise de conscience. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que ça sera un moment rétabli? Si ça devait être rétabli, d'ailleurs, il faudrait changer profondément les modes de travail du Parlement. Car là aussi, on a considérablement alourdi la tâche des parlementaires. Au temps où nous étions nous-mêmes parlementaires, on siégeait au début par deux sessions dans l'année, des sessions courtes, alors qu'aujourd'hui c'était une session unique. On pouvait ne pas aller voter pour des textes qui ne nous intéressaient pas. On savait qu'il y avait des collègues qui allaient le faire à notre place. C'est plus possible aujourd'hui. En commission, on pouvait ne pas y aller, sans que finalement la marche du monde ait été mise en cause. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc il y a d'autres règles à imaginer si on devait revenir à un système de cumul et de changement donc de l'organisation du Parlement. Sans doute, il faudrait moins légiférer, mais il y a aussi des bonnes lois, puisque la loi de 2013 a permis de créer, par amendement gouvernemental, cette institution qui est désormais la vôtre. Quant à ce qui se passe dans le monde, et qui bien sûr nous inquiète, il y a à la fois un élément rassurant, c'est que deux guerres quand même, guerre en Ukraine, guerre
au Proche-Orient, l'économie réelle n'est pas profondément affectée. Elle l'est, bien sûr. Elle l'est parce que la croissance est déjà plus faible, parce que l'inflation a été plus élevée, mais les échanges restent quand même encore significatifs. Et on n'a pas vécu de crise économique ou énergétique comme on en avait connu dans les années 70, après, ou même après la guerre du Golfe, les guerres du Golfe. Donc il y a une forme de résistance de l'économie par rapport aux événements politiques. Mais c'est plutôt le risque d'instabilité intérieure qui nous inquiète. Est-ce que nos sociétés elles-mêmes vont être suffisamment résilientes, suffisamment lucides, suffisamment confiantes en elles-mêmes pour permettre que nous ne soyons pas affectés par ces épreuves et par ces crises? Pour avoir été président de la République au moment du terrorisme qui nous avait frappés, j'avais été, de ce point de vue-là, rassuré. Je trouvais que la société française, malgré toutes ses divisions, tous ses clivages, peut-être aussi ses fragmentations, ben, elle tenait. Et elle tient encore. Là, en ce moment, nous sommes capables de nous mobiliser lorsqu'il y a des actes antisémites. Nous sommes capables de trouver des langages communs. Nous évitons les passions. Donc, c'est très important. Parce que je crois que la solidité d'un pays, c'est pas simplement son économie, ça compte. Ses capacités financières, c'est très important. C'est aussi sa cohésion interne et sa vie politique. Voilà ce que je voulais dire pour vos 10 ans. Vous êtes donc une institution quasiment infantile, hein, encore. Bon, donc profitez de ces moments-là, parce que dans quelques années, serons-nous tous là? Je ne sais pas, mais on fêtera votre centenaire. Donc là, à ce moment-là, vous verrez où vous en serez, mais je suis sûr que vous serez sur la bonne ligne, c'est-à-dire ne pas vouloir faire autre chose que le financement des collectivités locales. Ça, c'est très important. De résister à cette tentation d'aller chercher ailleurs, de vous en tenir à votre mission et de bien financer les collectivités locales qui vont sûrement, dans les années qui viennent, avoir encore plus de pouvoir, encore plus d'attributions, parce que la décentralisation, elle n'est pas encore aboutie. Donc il y aura sûrement encore davantage à financer dans un rapport avec l'État qui devra, lui, assurer la cohésion de l'ensemble, mais des collectivités qui vont expérimenter davantage, innover davantage, investir différemment. Et donc vous serez forcément là pour les conseiller, pour leur donner ce qu'on appelle de l'argent. Merci.